L'Olympique de Marseille se déplace à Saint-Étienne ce dimanche et devrait reconduire son système en 3-4-2-1 selon l'équipe, système qu'on va analyser aujourd'hui sur notre chaîne YouTube en revenant sur la prestation tactique des hommes de Roberto De Zerbi contre l'AS Monaco la semaine dernière avec une victoire fondatrice sur le score de 2 buts à 1. Je suis avec Tafa, j'espère que tu vas bien Tafa. Justement, pour commencer un peu sur l'analyse de cette rencontre, qu'est-ce qui t'a marqué pendant ce OM Monaco? Qu'est-ce que tu as retenu principalement avant qu'on rentre dans le cœur de l'analyse? Ce que j'ai retenu, c'est au-delà de la tactique, c'est l'envie. Parce que je pense que c'est la première fois que j'ai vu l'OM montrer autant d'énergie sur un match pour se replacer, pour gagner les duels, pour être dans les seconds ballons. Et surtout, l'OM n'a pas cherché à changer ses principes sur ce match-là. Peu importe la difficulté, peu importe le pressing adverse, l'OM a toujours été droit dans ses bottes. Peu importe les erreurs, il y avait une idée claire, précise et ils l'ont gardée jusqu'au bout. En parlant d'idées claires et précises, une des idées principales de Roberto De Zerbi, on en avait parlé à son arrivée, c'est sa volonté de ressortir court et proprement et intelligemment sur les sorties de balles. Et je crois que c'est ce que tu as voulu montrer sur cette première séquence que tu as choisi. Du coup, t'as choisi plusieurs séquences que tu vas analyser. Du coup, cette première séquence sur une sortie de balle dès la troisième minute de jeu, Tafa, où on voit du coup la structure de l'OM sur les sorties de balle qu'on avait déjà un peu vu. Mais c'était globalement la principale structure, hein. Sauf que ici, c'est le dispositif des joueurs qui change avec la formation en 3-4-2-1, alors qu'avant, c'était surtout en 4-2-3-1. On avait en animation Luis Enrique qui rentrait à l'intérieur, remet espace gauche pour libérer le couloir pour Merlin. Aujourd'hui, on a juste des pistons qui vont animer les couloirs avec deux joueurs intérieurs, Greenwood et Rabiot, qui sont chargés d'occuper les demi-espaces. Même système qu'au début de saison, on n'est plus sur le 4-3-3 avec deux défenseurs. Roberto De Zerbi est revenu à son système de base, comme tu l'as dit, juste un changement des choix d'hommes. Par rapport à ça, comment tu l'expliques, toi, pour le retour à système? Est-ce que tu vois une raison tactique? Oui, je pense que clairement, on avait vu qu'il était passé dans son système préférentiel, qu'il a quasiment adopté dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Ce sont 2-3-2 en phase de création, en phase 2. Mais là, à l'homme, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine frilosité, une certaine peur des défenseurs centraux pour tenter des passes dans l'axe qui casse des lignes ou qui va trouver directement un joueur qui se position derrière les lignes adverses. On tentait souvent des passes latérales et les passes latérales étaient souvent des passes sur une longue distance. Par exemple, le Balerdi qui va chercher Greenwood sur une longue distance. C'était des passes très risquées et on sait que Deserpi, il n'aime pas ces passes risquées sur les côtés là. C'est un entraîneur de contrôle. Ce sont des passes qui te mettent souvent en difficulté puisque tu as juste 2 jours pour assurer la transition défensive et des espaces qui s'ouvrent sur les côtés. Je pense qu'il est passé repasser sur une défense à 3 pour éviter surtout ces passes latérales lorsque la passe centrale n'est pas possible. Tu as Murillo à côté, sur le côté droit et Kondogbia sur le côté gauche sur une distance plus réduite que si on allait par exemple chercher Greenwood sur le côté. Maintenant, on voit la structure défensive de l'AS Monaco qui était souvent en 4-2-4 avec les 4 offensifs qui étaient chargés de bloquer la relance des Marseillais vers le double pivot et les deux du milieu qui étaient chargés de gérer les joueurs dans les demi-espaces, mais ils ont souvent été pris par la supériorité numérique de l'OM avec ce dispositif en 3-4-2. Voilà, on voit là la supériorité qui est clairement établie avec Greenwood là qui devient l'homme libre dans cette zone et pour prévenir on avait vu, je pense, la même chose face à Brest. Pour prévenir cette supériorité numérique-là, il y avait un central adverse qui était obligé de sortir pour compenser cette infériorité numérique-là au milieu de terrain. Clairement, sur le côté ballon, il y a une supériorité numérique marseillaise et Greenwood est l'homme libre. On voit que Golovin qui est pris entre la position de Greenwood et qui est libre et Murillo qui est aussi libre sur le côté. Donc on voit que Balerdi va tenter cette passe-là vers nous. C'est une passe qu'il a beaucoup tenté et réussi sur ce match-là. Là, sur la passe, on voit que on parlait de troisième homme quand Deserbi, on a dit que Deserbi revenait à Marseille. Je pense que c'est le mot que tous les Marseillais ont eu à la bouche, troisième homme, troisième homme. Je pense que sur ce match-là, l'OM a clairement établi une structure qui permet de trouver les troisième hommes de manière assez simple. Parce que là, on va sur la passe de Balerdi, Greenwood est directement allé chercher
l'un des joueurs du double pivot qui est libre avec du temps et de l'espace. On voit tous les Monégasques qui sont venus fermer sur Greenwood, ce qui déstructure la ligne défensive de Monaco et qui permet d'avoir un joueur libre sur cette zone-là. On voit clairement la ligne défensive monégasque qui se déstructure avec les quatre joueurs et l'OM va arriver à créer une supériorité numérique face à cette ligne défensive-là. Avec, on voit clairement avec la projection de Rabiot qui permet à l'OM d'être dans une situation de 4 contre 3. Malheureusement, l'action va être mal jouée, puisque là, Greenwood va essayer de tenter de trouver Ulus Garcia sur l'autre côté, alors que je pense que la passe plus simple aurait été de trouver dans l'intervalle Mopé. Et c'est ce qui va amener la première occasion monégasque sur ce match-là, avec la frappe de Ben Seguier qui va être repoussée. Ouais, grosse occasion monégasque. D'ailleurs, c'était un peu le paradoxe à la mi-temps, c'est que l'OM avait beaucoup plus le ballon, l'OM était, enfin, se créait beaucoup plus d'occasions, arrivait plus facilement dans la phase de création, enfin, sortait bien le ballon, et qu'au final, à la mi-temps, Monaco avait peut-être plus de grosses occasions, et surtout, au final, j'ai l'impression, je sais pas si c'est ton impression aussi, Tafa, j'ai l'impression que les grosses occasions monégasques sont plus dues aux erreurs marseillaises sur la création de leurs occasions que au travail monégasque. Quoi. J'ai l'impression que les grosses occasions de Monaco sur ce Ouais, match sont surtout venues des erreurs de l'OM. je suis parfaitement d'accord. Je pense que c'est quelque chose qui a suivi des Derby durant toute sa carrière et qu'il cherche à souvent corriger, mais qu'il il y arrive difficilement, c'est les transitions défensives. Sur ce match-là, toutes les occasions monégasques, comme tu as dit, sont survenues d'une erreur technique ou d'une mauvaise appréciation des joueurs de l'OM qui a un peu plombé le jeu. Mais comme on a dit en début de vidéo, l'OM a malgré tout continué à jouer sous football. Je pense que c'est ce qui a payé sur ce match-là. Ouais, justement, on passe à la deuxième séquence que tu as voulu analyser. Tafa, là aussi, on est sur une sortie de balle. Je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais l'Olympique de Marseille, même s'ils récupèrent le ballon, ils essaient toujours d'attirer le bloc adverse. Là, une autre équipe serait rongée, aurait peut-être essayé de jouer vers l'avant, mais on a vu sur ce match-là l'OM constamment revenir vers Rouli. Et sur les autres matchs, quand on voyait que sur cette action-là, quand Rouli il cherchait souvent à aller à allonger pour trouver un autre joueur plus haut et essayer de gagner les deuxièmes ballons. Là, on voit que sur ce match-là, il a toujours essayé de jouer court. Là, notamment, il va essayer de chercher Murillo. Sur ce match, encore, quand on parle de pressing, les Marseillais ont tout fait pour attirer le pressing monégasque jusqu'au dernier moment. Là, on voit que Murillo, au lieu de faire la passe précipitamment, il a tout fait pour attirer Golovin vers lui. Et voilà, trouver la passe vers Greenwood. Une fois de plus, joueur libre entre les lignes, avec la ligne monégasque, défensive monégasque qui se déstructure. Et là, c'est quelque chose, je pense, que l'on pourra corriger au fur et à mesure de la saison. Là, Greenwood aurait dû toucher Højbjerg entre les lignes, à mon avis. Non, ronger plutôt entre les lignes. Mais il va chercher Luis Enrique qui va permettre gâcher tout le dynamisme de l'action. Parce que s'il avait pu trouver Rongier aurait pu trouver côté gauche. On a deux joueurs qui étaient libres sur ce côté-là et on aurait pu, voilà, clairement. On a deux joueurs qui sont libres sur le côté, mais en ce moment-là, Luis Enrique, ils vont être difficiles à trouver et Monaco pourra revenir sur sa structure défensive initiale. On voit que l'OM attaque, là, mais l'attaque ne va pas aboutir puisque le dynamisme gagné avec le pressing attiré par Murillo va être perdu sur cette séquence-là. On parlait tout à l'heure de Balerdi qui trouve Greenwood entre les lignes comme joueur libre. On voit clairement l'intervalle ouvert entre les deux lignes monégasques dû à la position de Murillo et de Greenwood, crée un dilemme on va le parler plus tard pour Golovin. La passe était possible en fait, mais il ne fait pas la passe. Comme on a dit tout à l'heure, ils essaient Ouais, toujours constamment d'attirer le monégasque. Et quand on a vu que Deserbi arrivait à Marseille, on s'est tous dit, voilà, c'est un entraîneur qui aime jouer avec le pressing adverse, qui aime attirer le pressing adverse. Et c'est ce que l'on va faire en redoublant le passe entre Balerdi et Rouli. Balerdi aussi va attirer le pressing adverse et va essayer. Là, je soupçonne qu'il voulait chercher le 6 mètres, mais ça a été bien bénéfique pour nous parce qu'on voit qu'il y a tout le pressing monégasque qui a été attiré sur le côté.
Ouais, on voit là le Et nombre de Greenwood joueurs, là-bas. on voit là le nombre de joueurs monégasques là dans cette partie du terrain. Un, 2, Ouais. 3, 4, 5, 6. 6 joueurs monégasques pour un, 2, 3, 4, 5 Marseillais. 5 Marseille. Euh, Green et Rongier qui est libre ouais, Valentin du côté Rongier. équipe Greenwood. Et du Et coup, là, l'on pourra sortir pour aller côté opposé. et là, ouais, du coup, comme tu le dis, l'OM peut sortir côté opposé avec enfin, tous les monégasques qui sont venus. Et du coup, l'OM a réussi à aspirer Monaco sur cette phase. Mais j'ai l'impression que sur la première période, globalement, l'OM comme tu l'as dit, a régulièrement réussi à aspirer Monaco. Après, est-ce que justement, c'est pas des configurations là contre des équipes protagonistes qui avantagent l'OM, en sachant qu'au Vélodrome, par exemple, Angers, on l'a vu, même Reims, quand on avait analysé la seconde mi-temps, c'est des équipes qui viennent jamais, enfin qui sortent jamais. Est-ce que tu penses qu'il y a ce côté-là un peu affronter une équipe comme Monaco qui est protagoniste, ça avantage l'OM? Pour avoir suivi des Zerbi depuis sa deuxième saison à Sassuolo, je pense il a été confronté à cette configuration-là à Brighton durant sa première saison, face à des équipes comme Wolverhampton qui ont compris que presser les équipes de Désert étaient suicidaires. Ils se sont repliés dans le but, mais malgré tout, Brighton trouvait toujours des solutions pour contourner ce bloc ou le percer. Là, je pense qu'à Marseille, il y a une espèce de frilosité qui anime les joueurs, surtout les centraux, et surtout quand ils sont au vélodrome. Je pense que ce match-là peut être un catalyseur, un détonateur pour que cette peur-là s'évacue et qu'on retrouve même l'essence du football de désir, peu importe que l'adversaire vienne presser ou qu'il reste dans leur surface. Alors là, c'est la troisième séquence que tu as voulu analyser, Tafa. On est encore sur une situation de sortie de balle que tu as voulu mettre en œuvre ou on est sur une situation? On est toujours sur la même configuration, mais on a surtout voulu mettre en évidence, c'est la position très, 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 très basse de Greenwood. Il est censé être le joueur voilà, un second attaquant, un joueur plus censé créer le danger beaucoup plus haut. Mais là, on voit qu'il est très, 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 très bas et que ça permet à l'OM de créer des clusters et des supériorités numériques. On voit que là, l'OM est à 5 contre 4 et grâce à cette situation-là, l'OM pourra toujours réussir à sortir grâce à ces supériorités créées, grâce au positionnement, avec le positionnement du groupe. Là, on parle tout à l'heure du choix de Golovin. Là, on voit clairement qu'il s'apprête à sortir sur Murillo, mais qu'il hésite parce que Greenwood est à côté de lui. Ouais, Et il est face Balerdi, à un dilemme. et Balerdi, on voit qu'il a tout ce qu'il faut pour attirer le pressing et tenter de faire la passe. Là, on voit que le défenseur qui sortit tout à l'heure, Greenwood est tellement descendu bas qu'il s'est dit que non, c'est trop risqué que j'ai jusque-là. Qu'est-ce que ça crée? Un énormément d'espace entre les lignes pour Greenwood, qui va faire du Greenwood magnifique, éliminer son joueur. Et ça va se terminer sur l'action où il Ouais, il va aller tout frappe seul au au but but. au lieu de faire une passe. Ouais, ouais, bah c'est une séquence qui a un peu tourné sur les réseaux, je crois, au niveau de la sortie de balle, parce que justement, déjà, t'as Greenwood qui part du but, littéralement, pratiquement de son but au but adverse. Bon, après, je sais plus si la frappe est cadrée, je sais plus ce qui se passe. Oui, Et elle est cadrée, mais voilà, elle a été surtout assez molle parce qu'il a été déséquilibré au moment de la frappe. mais, Mais juste ce qu'il faut pour qu'il n'ait pas faute. mais en tout cas, j'ai l'impression que sur les deux dernières séquences que tu as montrées, c'est tout ce que De Zerbi veut faire. Et d'ailleurs, lui, il le dit enfin, sur la conférence de presse d'avant-match contre Saint-Etienne ou encore en conférence d'après d'après-match contre Monaco, c'est qu'on se rapproche de ce qu'il veut parce qu'on a un homme qui construit, on va dire, intelligemment derrière. Et puis qui, dès qu'il arrive à avoir la supériorité numérique, justement, enfin, sur la sortie de balle ou sur la construction, sur la phase de construction, bah, ça va à 200 à l'heure derrière. Bon, là c'est un peu enfin, c'est un peu une solution individuelle que choisit Greenwood. Mais si par exemple il choisit de faire la passe à. Bon, si ça n'avait pas été Ulysse Garcia, mais que ça avait été un joueur de côté, par exemple, qui percute un peu plus, ou peut-être plus à l'aise dans les 30 derniers mètres, peut-être que ça aurait pu donner une situation de but. Mais j'ai l'impression que là, ça ressemble beaucoup plus à ce que veut faire De Zerbi. Là, on est sur une autre séquence, du coup, Tafa. Oui, là, on voit que voilà, si la passe vers comment dire, Greenwood est assez compliquée parce que là, je pense qu'il a ni l'espace, ni les joueurs proches de lui pour pouvoir combiner. On voit que Balerdi a été assez intelligent pour aller chercher beaucoup plus haut Neil Mopé. Parce qu'on voit que la même chose se reproduit, la structure défensive monégasque qui est déstructurée. On voit que Neil Mopé là pourrait jouer pourront jouer comme troisième homme. On parlait tout à l'heure de troisième homme en début de vidéo. Ce match a été constamment une affaire de troisième homme. Et je pense que c'est ce que je désire mettre en place. Malheureusement, là, la reprise ne va pas être possible, mais ce sont des choses, je pense, qui vont être améliorées au fur et à mesure. Là, nous sommes en deuxième mi-temps.
toujours les mêmes principes, qui continuent. Avec là, on voit Monaco qui essaie de changer, de s'adapter un petit peu. Non, juste presser pas complètement de face, mais un pressing incurvé pour forcer l'OM à peut-être jouer sur un côté ou dégager. Mais la supériorité de l'OM sur le milieu de terrain offre toujours une solution à Balerdi. Là, on voit que Luis Enrique, au lieu d'être plus haut, là, il a été beaucoup plus bas. Et Greenwood encore va décrocher pour venir dans cet espace, dans le carré. On appelle ça un carré monégasque. Alors qu'on voit que les deux solutions proches pour Balerdi sont prises. On a mis en évidence avec des cercles noirs. Là, Balerdi va faire une passe cachée, ce qu'on appelle une passe cachée. Elle va cacher son intention jusqu'au bout et fermer son pied au dernier moment pour trouver Greenwood sur une passe verticale. Là, sur la bombe de la passe de Balerdi, Højbjerg avait déjà déclenché sa course pour offrir une solution à Greenwood. Là, on voit encore un jeu avec le troisième homme comme Højbjerg qui est troisième homme et qui va directement chercher Neil Maupay beaucoup plus haut. Malheureusement, Maupay, là, je pense qu'il a été beaucoup trop éloigné par rapport à ses coéquipiers. Mais s'il était beaucoup plus proche, je pense que l'OM pourrait encore aussi trouver ici Rabiot comme troisième homme. Et là, pourrait exploser devant. La séquence que tu as choisie après part aussi d'une possibilité de passe pour Balerdi dans l'axe. On est à la 79e minute de Voilà. jeu. D'ailleurs, toi, tu as trouvé que Balerdi avait été un des éléments forts de l'OM du coup sur cette rencontre au niveau des sorties de balles. Je pense qu'il a été l'élément déterminant. Parce que voilà, on a vu que quasiment toutes les sorties de l'OM se sont passées de son côté pour aller finir de l'autre côté, du côté de Ulysse Garcia. Je pense qu'il a été très bon avec le ballon, très utile pour ce qu'on lui a demandé de faire. Mais sans le ballon, il y a toujours des choses à corriger. Il a toujours des fautes de concentration. Et voilà, il tente des choses et des interventions pour académie qui peuvent mettre l'équipe en difficulté. Je pense qu'il faudra qu'il corrige ça, mais on voit que c'est pas juste Balerdi, mais toute l'équipe de l'Olympique de Marseille ne peut faire que progresser. Et Mm. c'est pour cela que quand les gens ont commencé à un peu débattre, commencer un peu à voilà, grincer des dents et tout. J'étais toujours resté seul parce qu'il y avait quelque chose des choses qu'il fallait prendre en compte. Mm. Déjà, c'est un projet sur 3 ans. Ce sont des joueurs, je pense que la majorité de l'effectif, on va dire 7 des 11 joueurs, l'effectif n'était pas là. Mm. Et c'est un football qui est réglé comme une horloge. Mm. C'est un football qui prend normalement du temps, surtout pour des joueurs qui ne se connaissaient pas, pour être mis en place. Et Cette justement, équipe-là ne peut que progresser. et justement, toi, sur ce que tu vois depuis le début de saison, parce qu'on a parlé des différents systèmes que Deserbe a utilisés, tu es satisfait de ce que fait l'OM par rapport à ce à quoi tu t'attendais ou... Sachant que comptablement, l'OM est. Bon, du coup, l'OM est troisième de Ligue 1 à l'heure où on se parle parce que Monaco a joué. Mais enfin, comptablement, c'est plutôt pas mal. Statistiquement, l'OM surperforme. Toi, dans ce que tu vois tactiquement, dans ce que fait Deserbi, ça te satisfait ça te plaît plutôt ce que propose l'entraîneur italien? Bon, je ne veux pas dire que je suis satisfait, hein, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais qu'il y a la marge de progression est énorme. Donc, je ne vais pas paniquer juste parce que voilà, on est au mois de décembre. On va pas juste paniquer parce que voilà, comptablement, on est là. Et les résultats permettent surtout de travailler dans la sérénité. C'est ce Ouais. que je pense, c'est ce que l'OM a eu là et que je pense que le stage qu'on a fait dernièrement ne peut être que bénéfique. Et puis, au fur et à mesure qu'on ira dans la saison, les joueurs vont mieux se connaître, les automatismes vont se créer, on verra du très beau football. Mm. En tout cas, là, pour revenir à la situation, c'est Eli Wahi qui est trouvé par Balerdi, puisque Neil Maupay est sorti à ce moment-là du match. Et du coup, Voilà. il est trouvé par la passe. Euh, Voilà. Là, on parlait tout à l'heure de troisième homme. On mm, voit que l'OM a créé une sorte de triangle au milieu de terrain. mm, Et Iwai, ce sont des choses que je pense qui devront être corrigées pour un peu plus mettre le désert du ball dans des situations où on pourra faire très mal à l'adversaire. Parce que là, je pense qu'il pouvait directement jouer avec, je sais pas qui, Rongier. mm. Avec Rongier, sur ce temps-là. Et Rongier aurait pu décaler sur le côté Rabiot ou chercher de l'autre côté Ulysse Garcia. Mais il va garder le ballon dans ses pieds, ce qui va permettre à l'équipe monégasque de remonter
et il va être obligé de jouer derrière lui. Il va être obligé de le jouer derrière vers Højbjerg, ce qui va casser tout le dynamisme de l'action. Alors qu'on pouvait peut-être mieux s'en sortir sur cette séquence-là. Alors, ce Euh, sont des choses qu'on corrigera au fur et à mesure de la saison. Mais je pense qu'avec ce match-là, l'OM a véritablement mis en place ce qu'il voulait mettre en place depuis le début de saison. Et les Herbes a de quoi, sur quoi travailler pour améliorer son effectif et la qualité du football qu'il propose. pour toi, c'est clairement le match référence sur le début de saison, si on parle de ce qu'on a vu de l'OM, par rapport à ce que De Zerbi veut faire enfin, par rapport à la maîtrise que l'OM a affichée sur cette rencontre. Oui, pour moi, c'est le match le plus désherbien qu'on a produit depuis le début de saison. Il y a eu des matchs, voilà. On a eu quelques bribes, mais jamais sur une aussi longue durée, je dirais. Pendant ce problème garde ses principes de la première année. Peu importe les erreurs, peu importe le pressing, peu importe. On a vu qu'après le but de Monaco, sur une erreur de relance de l'Olympique de Marseille, Hmm. excuse-moi, euh, on aurait été tenté de dire, bon, on va arrêter ça parce que ça nous apporte des soucis. On va juste essayer d'allonger long et essayer de trouver peut-être Greenwood qui va nous créer quelque chose ou Luis Enrique qui va nous créer quelque chose. Non. Ils sont toujours restés droits dans leur botte. Ils ont toujours joué leur football. Et on a vu qu'au final, rester dans ces bottes, dans ces principes paye assez souvent. Ok. Ce sont des résultats que tu auras travaillé et que tu n'auras pas gagné sur le tas. Bah, merci beaucoup de ta fin en tout cas pour cette analyse. J'aurais juste une dernière question. En fait, c'est un peu une question que je t'ai déjà posée, c'est que énormément des séquences qu'on a analysées, c'est des sorties de balles. Et énormément des séquences s'expliquent aussi parce que Monaco va presser. Qu'est-ce que tu penses qui va manquer sur les matchs où les équipes justement vont ne pas venir presser? Comme par exemple, je sais pas, on verra si Lille fait de l'adaptation. J'ai l'impression qu'en tout cas Monaco, tactiquement, a fait un plus mauvais match que par exemple, je sais pas, Angers ou. Après, dis-moi justement si je me trompe. Par exemple, Angers est venu et n'est pas venu presser et a bien cadenassé au milieu de terrain. Reims s'est bien organisé en deuxième période. Et j'ai justement l'impression que Monaco, comme c'est une équipe dominante, et comme il y avait cette obligation-là d'être protagoniste, a un peu raté son match tactiquement. Est-ce que tu penses que c'est ça ou c'est vraiment l'OM qui a vraiment réussi son match? Bon, sur ce match-là, je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que Monaco, avec son expérience, ne doit pas voilà, se faire manipuler aussi facilement par l'Olympique de Marseille avec le pressing. Mais je pense aussi que l'OM a très bien joué le coup. C'est pas, on va dire que c'est pas évident de se faire presser autant et de toujours garder le ballon dans le but comment dire, à quasiment dans sa surface de réparation, avec quasiment 6 joueurs qui viennent te presser et qu'en même temps sortir. Je pense qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait. Hmm. Et concernant les équipes qui sont pas venues presser, qui ont été dans un bloc bas, je pense que c'est surtout l'homme qui a mal joué le coup. Que ces équipes-là qui ont été dominantes tactiquement. Hmm. Sur un gros hasard, ce matin, j'ai regardé quelques matchs de Désiré avec Brighton et avec Shakhtar. Il était souvent face à des équipes qui mettaient en bloc bas. Je vais t'envoyer tout à l'heure des vidéos. Hmm. Tu vas voir par toi-même. Mais ils arrivaient toujours à contourner ou à percer le groupe adverse. Mais il y avait surtout des joueurs qui avaient confiance en leur coéquipier, qui savaient que s'ils font cette passe-là, leur coéquipier ne va pas perdre le ballon et qu'ils avaient surtout confiance en leur capacité à pouvoir faire cette passe-là. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il y avait une forme de frilosité chez certains joueurs. Et je pense qu'avec ce match-là, avec cette victoire et avec cette manière avec laquelle on a gagné, je pense que c'est quelque chose qui s'arrêtera et qui donnera aux joueurs cette liberté nécessaire pour pouvoir jouer un football plus proche de ce que Désir veut mettre en place, peu importe que l'adversaire vienne presser ou qu'il reste dans ses buts en bloc bas. En tout cas, on l'espère, ta fin, on espère que ça sera déjà le cas. Bon, à l'extérieur, on n'a pas beaucoup de mal, justement, parce que les équipes viennent souvent nous chercher. On espère que ça sera le cas contre Saint-Etienne et que ça sera le cas contre Lille. Je te remercie encore une fois à ta fin. Je vais mettre ton compte Twitter en bio et en réponse dans les commentaires. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et certainement, ta fin, si tu es disponible pour une analyse tactique contre Saint-Etienne, on espère que le match sera intéressant pour avoir une petite analyse tactique de ta part. On se dit sinon à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à aller suivre Tafa sur Twitter. Et allez l'OM.